Comme nous l'avons vu, les plantes réalisent la photosynthèse, ce qui leur permet de produire de la matière organique à partir de matières exclusivement minérales, à savoir du CO2 et de l'eau. Et si vous vous rappelez bien, la molécule organique qui est produite par la photosynthèse, c'est le glucose, de formule C6H12O6. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car une fois produit, le glucose va pouvoir se transformer en une grande variété de molécules organiques. Le but de cette vidéo sera donc de faire un petit tour d'horizon de ces molécules afin de comprendre leur nature, leur devenir et surtout leur rôle au sein du végétal. Alors, c'est parti! Comme je l'ai dit en introduction, la photosynthèse crée uniquement du glucose. Glucose qui se forme exclusivement au sein des feuilles grâce à la lumière et à la chlorophylle qu'elles contiennent. Or, les végétaux sont constitués d'une grande variété de molécules organiques. Il est donc nécessaire qu'il y ait transformation de ce glucose, ce qui implique forcément la présence de nombreuses réactions chimiques. Et chacune de ces réactions est catalysée par une enzyme, qui est une protéine spécialisée qui permet d'accélérer une réaction chimique spécifique. Et pour avoir un aperçu de la diversité des transformations chimiques qui doivent avoir lieu, je vous propose de faire un petit récapitulatif des molécules organiques que l'on peut trouver au sein d'un végétal. Alors comme vous le savez peut-être, les êtres vivants sont constitués par des molécules organiques qui appartiennent en grande majorité à trois grandes familles. On a les glucides, les lipides et les protides. Alors le glucose, la molécule créée par photosynthèse, c'est un glucide. Et sa formule c'est C6H12O6. Son modèle moléculaire, il ressemble à ceci. En gros, comme dans toute molécule organique, on a un squelette carboné avec quelques atomes d'oxygène à l'intérieur, sur lequel se greffent des atomes d'hydrogène. Et ce squelette carboné, il forme un espèce de cycle là, constitué de 5 carbones et d'un oxygène. Ce glucose, c'est ce qu'on appelle un glucide simple, qu'on peut aussi appeler sucre, parce qu'il s'agit d'une petite molécule. Et des glucides simples, il en existe d'autres. Alors déjà, il y a tous les sucres qui ressemblent un petit peu au glucose, mais avec quelques petites modifications. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les oses. Par exemple, le glucose peut se transformer en fructose, qui a un carbone de moins dans le cycle par rapport au glucose. Et puis, il y a également les diosides, qui résultent, eux, de la liaison entre deux oses. Par exemple, si on attache ensemble deux glucoses, paf, ça donne du maltose. Et si maintenant on attache un glucose et un fructose, là on va plutôt obtenir un saccharose. Voilà, donc comme on peut le voir, le glucose peut être assez facilement transformé en plein de glucides simples de nature différente. Mais il peut aussi donner des glucides complexes. Alors les glucides complexes, ce sont des molécules qu'on qualifie de polymères, car ils résultent de l'association de plusieurs glucides simples. Les deux plus connus dans le monde végétal, ce sont l'amidon et la cellulose, qui sont constitués tous les deux par la polymérisation de plein de molécules de glucose. Au passage, la différence justement entre ces deux molécules, cellulose et amidon, c'est la nature de la liaison entre les glucoses, qui sera d'ailleurs responsable au final de propriétés très différentes entre ces deux molécules. Du coup, comme on vient de le voir, le glucose peut donner plein de glucides différents, et ce de façon relativement simple, mais ce n'est pas tout, car ce glucose, il peut aussi se transformer en lipide et en protides, même si c'est un petit peu plus compliqué quand même. Alors pour mémoire, je vous montre quand même la voie métabolique qui permet de créer les lipides, mais ne la prenez pas, vu que là on est purement hors programme. Et cette voie métabolique-là, c'est pour former des acides aminés, donc des protides. Comme on peut le voir, c'est encore plus complexe, mais c'est possible. Alors attention quand même, comme on peut le remarquer sur ces modèles moléculaires, les protides présentent un élément chimique supplémentaire par rapport au glucose, qui est l'azote. Alors du coup, pour créer des acides aminés à partir de glucose, il faut nécessairement y avoir un apport azoté. Et donc je rappelle pour mémoire que l'azote est un élément qui va être prélevé sous forme d'ion par les racines. Et enfin, donc le glucose peut aussi donner des molécules complexes qui ne sont ni des glucides, ni des protides, ni des lipides. Donc par exemple, on a la lignine, on a les anthocyanes ou encore les tannins. Je vous épargne le détail des voies métaboliques impliquées, mais sachez qu'encore une fois, c'est possible. Alors du coup, on voit bien que on est capable d'obtenir quasiment n'importe quelle molécule organique à partir de ce simple glucose, et ce, grâce à la stupéfiante diversité des voies métaboliques que l'on a chez le végétal. Mais ce n'est pas tout, car les molécules créées vont aussi pouvoir parfois se déplacer au sein de la plante afin de se concentrer dans les organes qui en ont le plus besoin. Alors déjà,
Une bonne partie du glucose formé par photosynthèse va rester tout simplement sur place, où il pourra être utilisé dans les processus métaboliques de la cellule. Sur place, le glucose peut aussi être polymérisé en amidon, comme on l'a vu tout à l'heure. Dans les chloroplastes, on a d'ailleurs des grains qui contiennent des réserves d'amidon et qui peuvent être visibles en microscopie électronique, ici par exemple. Le but de faire ça, c'est tout simplement d'avoir une réserve de matière organique facilement mobilisable pour les besoins de la cellule. Mais les molécules issues de la photosynthèse peuvent aussi parfois se déplacer ailleurs dans le végétal. Et si vous avez déjà vu mes précédentes vidéos sur les plantes à fleurs, vous savez déjà en principe comment ça se passe. C'est en effet via la sève élaborée que les molécules organiques peuvent être transportées. Alors je rappelle que cette sève circule globalement du haut vers le bas de la plante au sein de ce qu'on appelle les vaisseaux de phloème. Alors attention quand même, ce sont seulement les petites molécules qui peuvent être ainsi transportées, comme les glucides simples, les acides aminés ou encore certains lipides, mais pas trop gros. Alors où vont toutes ces molécules? Alors déjà, elles vont approvisionner toutes les cellules qui n'ont pas la chance de faire la photosynthèse, comme les racines par exemple, et qui ont quand même besoin de molécules organiques pour fonctionner correctement. Et ensuite, les différents organes végétaux vont être approvisionnés selon leurs besoins spécifiques. Alors par exemple, il y a des organes qui sont spécialisés dans l'accumulation de matière organique, et ça c'est ce qu'on appelle les organes de réserve. Et ces organes, qui sont de nature très diverse, eh bien, ils auront un rôle important à jouer dans la reproduction ainsi que dans le passage de la mauvaise saison, comme on le verra dans la deuxième partie. Ce sont par exemple les tubercules, bulbes ou autres organes de réserve souterrains, mais aussi les fruits et les graines. Vu qu'on vient de voir un aperçu des molécules qui pouvaient être synthétisées à partir du glucose, il s'agit maintenant de comprendre à quoi servent toutes ces molécules organiques. Et déjà, le premier rôle de la matière organique dans un organisme vivant, c'est le rôle de carburant. En effet, c'est l'oxydation du glucose qui permet d'obtenir de l'énergie nécessaire à l'ensemble des tâches cellulaires. Et la voie métabolique principale qui permet de faire ça, vous la connaissez sûrement déjà, c'est la respiration cellulaire. Bon, je ne rentre pas plus dans les détails de ces processus, car justement, ça sera le sujet d'une vidéo ultérieure. Mais à part ça, la matière organique qui n'est pas utilisée pour fournir de l'énergie, elle a majoritairement un rôle structural. Elle va en effet servir dans la constitution des différents constituants cellulaires. Mais pas que. Les molécules organiques, elles servent aussi pour construire ce qu'on appelle la matrice extracellulaire. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, cette matrice extracellulaire, c'est en gros l'ensemble des structures moléculaires qui se trouvent entre les cellules et qui permettent donc notamment l'adhérence cellulaire, c'est-à-dire le fait que les cellules soient attachées entre elles. Dans le cas des plantes, la matrice extracellulaire, elle prend la forme d'une paroi épaisse et rigide qui permet à l'échelle de la plante d'assurer un certain maintien. Et le constituant de base de cette paroi cellulaire, c'est la cellulose, dont on a déjà parlé, et qui est une macromolécule constituée d'un enchaînement de glucose. Cette cellulose, c'est une molécule extrêmement résistante, grâce à la nature des liaisons chimiques qui attachent les glucoses entre eux. Et dans la paroi, la cellulose, elle forme des fibres qui sont attachées entre elles par d'autres constituants, comme par exemple l'hémicellulose. Et ces fibres de cellulose, elles forment en fait des espèces de couches successives dans lesquelles elles ont à chaque fois une orientation différente. On a ainsi une sorte de structure en contreplaqué là, qui permet la grande résistance mécanique de la paroi. Mais malgré ça, c'est encore insuffisant pour tous les végétaux à port dressé, comme les arbustes ou les arbres. Alors du coup, dans certains cas, la paroi peut être incrustée d'une molécule encore plus résistante qu'on appelle la lignine. C'est le cas notamment dans les tissus qui conduisent la sève brute, qu'on appelle le xylème, ou encore dans certains tissus de soutien comme le sclérenchyme. Et chez les végétaux ligneux, les tiges et les racines âgées produisent du xylème secondaire, qui est très riche en lignine et qui leur permet d'acquérir une grande rigidité. D'ailleurs, ce xylème secondaire, vous le connaissez bien, c'est ce qu'on appelle vulgairement le bois. Au passage, cette incrustation de lignine, elle a un coût car elle entraîne généralement la mort des cellules concernées, mais c'est un sacrifice utile car c'est vraiment cette lignine qui permet au végétal de croître verticalement et donc d'acquérir une hauteur qui peut parfois aller jusqu'à plusieurs dizaines de mètres. J'en resterai là pour le rôle structural et on va maintenant aborder un deuxième rôle fondamental de ces produits de la photosynthèse, c'est la mise en place des réserves. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, il existe des organes spécialisés dans l'accumulation de réserves organiques diverses. Et ces organes, ils peuvent être de différentes natures et donc situés à différents endroits et ils peuvent avoir différents rôles.
Alors déjà, faisons un tour d'horizon de ces différents organes et de leur situation. En fait, presque toutes les parties de la plante peuvent être concernées. Commençons par les racines. Alors dans certains cas, en fait, elles peuvent se gorger de réserves et donner ce qu'on appelle des tubercules racinaires. C'est le cas de la carotte par exemple. Mais les tiges peuvent aussi parfois accumuler des réserves. Dans ce cas, on parle plutôt de tubercules caulinaires, comme c'est le cas pour la patate. Bah oui, parce que même si la pomme de terre est sous la terre, il s'agit bien d'une tige souterraine, et non d'une racine comme on pourrait le penser. Et on peut parler également de rhizomes, pour des tiges souterraines qui grandissent horizontalement et qui gardent une organisation de tiges avec des nœuds et des entrenœuds. Pour ceux qui connaissent, c'est notamment le cas du gingembre. On peut même avoir ce qu'on appelle des tubercules mixtes, qui se trouvent en fait un petit peu à cheval entre la tige et la racine, dans cette zone-là qu'on appelle le collet. C'est le cas par exemple du céleri rave. Et même les feuilles peuvent accumuler des réserves. Dans ce cas-là, ça donne ce qu'on appelle un bulbe. On peut penser par exemple au bulbe d'oignon ou à la jacinthe. Et enfin, l'accumulation de réserves peut aussi concerner les organes reproducteurs, avec notamment les fruits, qui dans certains cas accumulent de grosses quantités de matière organique. On parle alors de fruits charnus, dont on distingue les baies qui ne possèdent pas de noyau, comme les grains de raisin par exemple, et les drupes qui, elles, possèdent un noyau, comme c'est le cas par exemple de la cerise. Les graines qui sont contenues dans les fruits stockent aussi généralement des réserves de matière organique. Dans ce cas, celles-ci sont stockées ou bien dans l'albumène, dans ce cas on parle de graines albuminées, ou bien dans les cotylédons, pour les graines dites exalbuminées. Et ces réserves, eh bien, elles peuvent être de différentes natures. Alors dans certains cas, on peut avoir de l'amidon, comme par exemple dans le tubercule de pomme de terre, dans le grain de blé, ou dans le grain de maïs. Dans d'autres cas, on a plutôt des sucres, comme dans la majorité des fruits charnus, ou comme dans la carotte ou la betterave. Et on peut aussi avoir des réserves qui sont davantage de nature lipidique, donc c'est ce qu'on a dans les graines oléagineuses, comme la noix, la noisette ou encore la graine de tournesol. Et enfin, ces réserves, elles peuvent parfois être de nature protéique, c'est le cas par exemple de plein de graines, notamment les graines de légumineuses comme le haricot ou la lentille. Et du coup, à quoi elles servent ces réserves? Alors en fait, il y a différents rôles. Alors le premier rôle, c'est de pouvoir passer la mauvaise saison. Du genre, le bulbe de l'oignon, il reste bien au chaud dans le sol pendant que la plante au-dessus meurt à cause du froid. Et au printemps suivant, grâce à ces réserves stockées, l'oignon peut reformer une tige, puis un plant complet. Deuxième rôle, pour la reproduction. En fait, les réserves, elles permettent de donner de l'énergie aux nouvelles plantes qui se forment, avant qu'elles n'aient les capacités de faire suffisamment de photosynthèse. C'est le cas pour la reproduction végétative, donc par exemple les rhizomes ou les tubercules, ils peuvent reformer de nouveaux plants qui bénéficieront de ces réserves énergétiques. Mais c'est également le cas pour la reproduction sexuée, avec les réserves qui sont contenues dans les graines, qui bénéficieront à la nouvelle plantule. Et enfin, le troisième rôle, c'est pour la dissémination des graines. Alors là, je parle bien sûr des fruits charnus, dont les réserves en sucre leur permettent de se faire manger par des animaux, qui vont ensuite déféquer les graines plus loin. Voilà pour ces organes de réserve. Mais il y a une dernière fonction au programme pour ces matières organiques, c'est le rôle qu'elles vont jouer dans les interactions avec les autres habitants de l'écosystème, et en particulier avec les animaux. Parce que je rappelle que les plantes, elles peuvent parfois avoir besoin d'attirer certains animaux, comme par exemple les pollinisateurs, ou parfois au contraire d'en éloigner d'autres, comme les herbivores. Et pour cela, elles peuvent compter sur deux familles de molécules bien spécifiques. Alors première famille, les tanins, qui sont des molécules qui ont un goût très amer et qui peuvent même être toxiques dans certains cas. Et bien ces tanins, ils permettent de dissuader les animaux de venir manger la plante. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et enfin, deuxième famille, les anthocyanes. Alors là, il s'agit de molécules colorées qui seront produites principalement dans les fleurs, voire dans les fruits charnus. Ce sont ces anthocyanes qui permettent aux fleurs d'acquérir des couleurs vives qui seront ainsi visibles de loin par les pollinisateurs. Donc on voit bien que les plantes possèdent tout un arsenal de molécules organiques qui leur permettent d'arriver à leur fin et d'influencer jusqu'au comportement des animaux qui sont à proximité. Alors, si je fais un petit récap de tout ça, on a vu que le glucose qui est produit par photosynthèse pouvait être transformé en plein de molécules différentes. Il peut donner d'autres molécules de glucides, donc que ce soit des glucides simples, qui sont les sucres, ou des glucides plus complexes, comme l'amidon par exemple, ou encore la cellulose. Mais il peut aussi se transformer en molécules d'autres familles,
comme les lipides ou même les protéines, moyennant quand même dans ce cas une source d'azote supplémentaire. Concernant le devenir de ces molécules, eh bien elles peuvent rester sur place pour être directement utilisées comme métabolites ou pour être stockées dans les grains d'amidon, ou bien elles peuvent aussi être transportées par le réseau de sève élaboré. Et dans ce cas, eh bien, les produits de la photosynthèse vont dans des organes spécialisés où ils auront des rôles variés. Alors concernant ces rôles, on peut distinguer 3 principaux rôles. Alors il y a certaines molécules qui ont un rôle structural, comme la cellulose ou la lignine. D'autres seront stockées dans des organes de réserve, ce qui permettra d'assurer l'approvisionnement énergétique lors de la reproduction. Et enfin, on a certaines molécules spécialisées qui auront un rôle à jouer dans les interactions avec les autres êtres vivants. Donc, par exemple les anthocyanes, qui permettent d'attirer les pollinisateurs, ou encore les tanins, qui eux vont dissuader les prédateurs de venir les manger. Mais il faut bien garder à l'esprit que le rôle principal de la matière organique, pour un être vivant, c'est avant tout de servir de carburant. La majeure partie de la matière organique créée par photosynthèse a en effet pour vocation d'être oxydée par des processus métaboliques, comme la respiration cellulaire ou la fermentation. Donc, ce qui permet de créer de l'énergie utilisable pour l'ensemble des tâches cellulaires. Mais ça, c'est un autre sujet que je traiterai prochainement dans une autre vidéo. Alors je vous dis à très bientôt.